Bonjour à tous, la Haute-Garonne part en live à Villematier pour un rendez-vous exceptionnel vignoble et rugby à 3 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. La Haute-Garonne, terre de rugby, qui accueille 5 matchs au stadium et une équipe, le Japon, qui a choisi d'établir son camp de base à Toulouse. On attend des fans du monde entier, l'occasion de leur faire découvrir les atouts de la Haute-Garonne. Et en voici un de taille dans le Frontonnet, autour de ce cépage unique qu'est la Négrette. Nous sommes installés au domaine Romagnac qui a su marier les vins et le tourisme. Merci à Nicolas Romagnac et à toute son équipe de nous recevoir. À nos côtés également, bonjour Omar Hassan, ancien international de rugby à 15, figure émérite du Stade Toulousain, ambassadeur de la ville de Toulouse et de la Haute-Garonne. Pilier de rugby, vous avez entamé une seconde carrière en devenant baryton. Merci à vous de nous rejoindre pour ce Facebook Live. Martine, merci à vous Martine Rougevin-Baville du Château Cazes d'être avec nous en notre compagnie. Nous sommes ravis de vous accueillir. Laurent Labeau, vous êtes en charge de la commission Rugby France 2023 au Conseil départemental. Et également, on va parler rugby. Vous avez compris, on va parler rugby avec Nicolas Romagnac, mais on va parler également vignoble, on va parler œnotourisme. Autant, j'allais dire, de belles découvertes qui vous attendent dans cette émission. Merci à vous de nous rejoindre en direct sur Facebook. Alors on le voit, le rugby rassemble toutes les générations et pas seulement les sportifs. On peut dire que c'est un art de vivre, Omar. Tout à fait. Bonjour à tous. Et c'est vrai que le rugby, il y a, je dis, la gastronomie et le rugby, ils sont très étroits, comme aussi l'agriculture, finalement. Moi, je viens d'une province du nord de l'Argentine, de la province de Tucumán, où on a des cultures. On n'a pas de vin, si, dans les montagnes un peu, en altitude, mais on a des agrumes, donc du citron, de la canne à sucre, un peu de soja. Donc voilà, donc le rugby, comme je dis, le rugby et la gastronomie sont toujours très liés. C'est très lié, voilà. On parle ensemble, on parle la même langue. Exactement, il y a toujours la passion et c'est ça qui est le plus important. Passion rugby également pour vous. En quelques mots, vous êtes argentin, vous avez gardé un léger petit accent très charmant. Vous avez disputé 3 Coupes du Monde de rugby, vous avez joué en Nouvelle-Zélande, vous avez remporté la Coupe d'Europe en 2005 avec le Stade Toulousain, champion de France également en 2008. Un petit pronostic comme ça, très vite, pour commencer cette émission pour la Coupe du Monde. Alors, c'est très compliqué. Bon, je sais que la France... Alors, je vais vous faire une confidence. Il y a beaucoup de coïncidences entre l'équipe d'Argentine et de 2007, qu'on a joué justement cette Coupe du Monde ici en France, et celle de 2023. Bon, lesquelles? D'abord, un match très dur, un match d'ouverture qu'on a eu contre la France, qu'on a gagné. Les Pumas vont jouer contre l'Angleterre aussi, comme son premier match. Et après, je peux dire que les chemins de la France et de l'Argentine, peut-être ils risquent de se retrouver en finale. Et qui sait si après le championnat du monde au foot gagné par l'Argentine, ça sera au rugby. Non, j'ai dit ça, je dis rien, mais en tout cas, je pense que ça sera une belle compétition. Et si la finale, c'est France-Argentine, vous savez, ça peut être magnifique. Hein. Magique, absolument. Magique, exactement. Omar, vous êtes parrain du guide Rugby Touriste de Tours que nous avons entre les mains. Laurent Labeau, rappelons que vous êtes en charge de la commission rugby au sein du conseil départemental de Haute-Garonne. Vous avez beaucoup travaillé avec Haute-Garonne Tourisme sur ce guide. Alors en coulisses, j'imagine Laurent que l'effervescence est là, tout est prêt, ça y est? Ça y est, on est à 3 jours de l'événement, donc les écoles de rugby font leur rentrée, les demandes d'inscription affluent. Oui, on a reçu les Japonais déjà en reportage ce week-end dans les clubs, donc oui, il y a une grosse affluence. Grosse affluence, grosse actualité. Ce guide existe en anglais, en japonais, puisque l'équipe du Japon a établi son camp de base à Toulouse, effectivement. Donc on disait tout est prêt, c'est un projet d'envergure très très important pour vous et qui va concerner aussi les écoles, les scolaires. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes ? On travaille beaucoup au comité départemental avec les jeunes dans les écoles. On a mis sur pied donc un gros projet qui a nécessité 3 années de travail. C'est 7 semaines en Ovalie. Ça concerne toutes les écoles donc primaires, cycle 1, 2, 3.
où les professeurs, via leur DACEN, ont des différentes activités hors rugby et sportives autour du rugby. Donc, on pourra faire des maths sur des bases rugbystiques. Donc, il y a tout un contenu pédagogique que les instituteurs ont pu télécharger cet été en amont de leur rentrée. Donc, 7 semaines de Coupe du Monde, 7 semaines d'enseignement scolaire, 600 classes en Haute-Garonne qui sont mobilisées sur ce projet. Alors l'idée aussi, c'est de transmettre à travers ce guide, on le voit bien en le feuilletant, la valeur rugby, l'esprit. Oui, alors à travers ce guide, quand on a travaillé sur ce guide il y a un peu plus de 3 ans maintenant, sorti du Covid, on a voulu, à travers ce guide, un petit peu mettre en avant les valeurs du rugby, mais du rugby de la base dans nos campagnes, dans nos villages, faire ressortir cet esprit rugby, cet état d'esprit, mais qui correspond aussi aux valeurs qu'on retrouve dans la vigne. Voilà, le bien vivre ensemble, le partage qui était ultra important, et on voulait laisser en héritage un petit quelque chose pour nos clubs amateurs. Donc voilà, via ce guide, on aura laissé un petit héritage aux clubs qui auront participé, donc 35 clubs qu'on retrouve dans ce guide, et autant d'événements et de visites, de patrimoine, voilà, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au fond de notre patrimoine. Rugby, mêlé. Exactement, mêlé. Voilà. Ce sont des messages que vous faites passer aussi lorsque vous entraînez des jeunes, lorsque vous leur parlez? Aujourd'hui, oui, encore plus qu'il y a 10 ans, on fait vraiment attention à ces mots, à ces valeurs. La société a changé. Donc, à travers le rugby, on essaye de retrouver un petit peu ces valeurs-là qui font le rugby. Parce qu'aujourd'hui, pour jouer au rugby, il faut de l'unité, il faut de la cohésion. Il y a un état d'esprit particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs. La solidarité. La solidarité, l'entraide, le partage, la bienveillance, qui sont vraiment des mots qui retentissent, qui sont forts. Et encore plus aujourd'hui dans notre société qui est un petit peu en train d'être, à travers les réseaux sociaux, s'individualiser. Voilà, donc qui change en tout cas. Qui change, voilà. Donc nous, au rugby, on essaye de garder le cap qui fait notre essence, nos valeurs. Voilà, donc contre vents et marées, on y arrive. Et votre force. C'est notre force. Martine, vous êtes une femme forte, vous aussi. Martine, vin et rugby, ça marche bien ensemble. Vous êtes installée à 2 pas d'ici, au Château Cazes. Le Château Cazes, oui, le Château Cazes, qui est à Villaudric, donc. Au cœur même du village de Villaudric. Voilà, on peut vous rendre visite, on va en parler en deuxième partie de cette émission, de tout ce qu'on peut faire chez vous. Martine, vous êtes une femme passionnée par le vin, passionnée par les vignobles. Vous avez réalisé votre rêve, on peut dire ça aujourd'hui ? C'est effectivement une très très vieille histoire, puisque je suis à la tête du Château Cazes depuis 1991. Avant ça, ça a toujours été une propriété de famille, 7 générations dans la même famille. Et au moment de la passation de pouvoir de ma grand-mère à mon papa, les discussions qui se suivent, qui vont avec une passation de pouvoir, sont parfois véhémentes, ouais. voilà. Et à ce moment-là, un matin, je me suis levée en me disant, j'avais 12 ans, et je me suis dit, je serai vigneronne. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là ? On vous a dit, mais non, c'est pas possible. Alors, ma maman m'a dit, non, tu seras ingénieur agronome. Alors, je fais mythe. J'ai fait un BTS viticulture œnologie, puis un diplôme d'œnologue. Mais c'est vrai qu'à partir de 12 ans, je savais pourquoi j'allais à l'école. C'était une évidence pour moi. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que vous avez réalisé votre rêve. Alors, on le voit, hein, que ce soit ici en Haute-Garonne ou ailleurs, partout en France et même à l'international, de plus en plus de femmes s'imposent en viticulture. Elles font des choses d'ailleurs très, très chouettes. C'est une sensibilité féminine qui parle. C'est une sensibilité différente. Mais j'ai envie de vous poser la question qu'on doit vous poser régulièrement. Est-ce que c'est facile ou difficile de s'imposer dans ce monde, cet univers que l'on qualifie souvent de masculin ? Alors, il y a 32 ans, une jeune gamine, on va dire, puisque j'avais 23 ans à l'époque, il a fallu faire ses preuves. C'était pas acté d'office, quoi. C'est-à-dire qu'on attendait de vous des résultats Et je pense peut-être plus de résultats que d'un garçon qu'on a toujours vu sur les tracteurs depuis qu'il est né, etc. Voilà. Donc moi, quand on me voyait sur le tracteur avec mon rouge à lèvres, ça choquait un peu. C'est beaucoup de travaux physiques aussi ? C'est physique. C'est un travail physique, oui. Le conseil que vous pourriez donner, Martine, aujourd'hui aux femmes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer peut-être ? Vous êtes un exemple quelque part. Un précurseur, oui, un précurseur. L'exemple, je pense d'abord qu'aujourd'hui, les femmes ont peut-être moins à prouver leur légitimité, mais
Mais malgré tout, on est dans un milieu agricole et l'épreuve reste à faire. Donc il faut qu'on soit encore plus rigoureuse que nos confrères hommes. Ne rien lâcher. Jamais rien lâcher. Nicolas, merci de nous recevoir chez vous. On est plutôt pas mal ici, sous un arbre qui a 350 ans. Tout à fait. Un chêne magnifique. Nicolas, comment se passent les vendanges? Les vendanges sont... on a starté les vendanges la semaine dernière. Une année particulière, climatique. Donc, on va dire qu'il faut être flexible et réactif. C'est-à-dire que cette année, ça commence plus tôt que les autres années? Ça commence plus tôt, mais malgré les préjugés où on pourrait penser avec la chaleur qu'une maturité est déjà présente, ce n'est pas spécialement le cas. Donc voilà, il faut être au plus près de la vigne avec des analyses que l'on fait quasiment quotidiennement pour être vraiment dans la vendange la plus optimale. Et décider le jour J, lorsqu'il faut Exactement, vendanger. ouais, tout à fait. Nicolas, ici, vous faites tout, de la plantation des cèpes à la récolte, à la commercialisation. C'est une belle histoire aussi, votre domaine, une, entre guillemets, vieille histoire. Alors tout à fait, alors, on est un peu exotique chez Roumagnac. Je suis associé à Jean-Paul Roumagnac, qui est le propriétaire historique du vignoble. Et je suis arrivé ici en 2010 avec la volonté et l'objectif d'internaliser, comme vous dites, tout le process. Donc depuis 2010, avec toute l'équipe qui s'est aussi agrémentée de compétences, et d'ailleurs je fais le cliché féminine justement, puisque toute l'équipe est quasi féminine chez nous, on fait tout. On vendange, on vinifie, on élève dans notre chai, on met en bouteille et puis on commercialise. Voilà, donc sur la partie restauration, sur la partie aussi grande et moyenne surface, un peu d'export, tout est maîtrisé. Et vous êtes contraint de vous adapter en permanence au changement climatique. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous ces dernières années, par exemple? On a fait un travail, notamment avec l'Institut français aussi de la vigne, sur notamment des cèpes et des nouveaux clones qui sont plus résistants à la détresse hydrique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion. On a également travaillé sur beaucoup le travail des sols, être au plus près du terroir, pour pouvoir contrer de manière naturelle aussi, de notre côté, ces changements qui sont au quotidien perceptibles. Ça donne un vin qui est comment? Plus titré, différent Oui, et puis après, alors ça, donc je dis souvent, ma phrase, c'est 3 choses pour faire du vin. Il faut un terroir, un climat, un vigneron. Voilà, le vigneron et le terroir, on le connaît, le climat, c'est la variable. Donc notre objectif, c'est d'être le plus régulier possible. Et on a aussi chacun nos sensibilités. Voilà. Ici, on cherche à faire des vins gourmands, plaisir, fruités, et avec les valeurs de l'Ovalie, des vins de partage. Oui, absolument. Et on vient dans le Frontonnais pour vous rencontrer également, comme chez Martine. On va en reparler dans un petit instant. Vous restez tous avec nous, bien sûr. On a déniché un gîte de France pour vous mettre au vert, à 2 pas d'ici. Nous partons chez Chantal et Thierry Baudu. Ils sont propriétaires de la Ginestière à Villematier. Enfant, je passais les vacances dans une ferme à côté de chez mon oncle. Cette passion est toujours restée. Je suis allé à l'école d'agriculture et je me suis installé à 34 ans. C'était la réalisation d'un rêve de gamin puisque je voulais être agriculteur depuis que j'avais 8 ans. En 2003, j'ai ouvert ce projet de gîte, accompagné par Gîtes de France. Le gîte est constitué de 3 chambres. Il y en a une au rez-de-chaussée avec un lit 90. À l'étage, nous avons une chambre avec un 140 et une autre chambre avec 2 lits 90, salle de bain, WC. Et nous avons une belle terrasse qui donne sur l'extérieur. Et la possibilité de faire barbecue à l'extérieur. Les gens qui viennent au gîte peuvent profiter de tout l'extérieur, tout le tour de la maison. Nous avons un kiosque, il y a des animaux. Donc des poules, des coqs, des oies, une chèvre et des moutons.
Nous sommes Chantal et Thierry Baudu. Nous vous attendons à la Finisterre. Une véritable envie de nature au cœur d'une ferme magnifique, c'est à quelques kilomètres d'ici. Une adresse labellisée Gîtes de France à retrouver sur le site Haute-Garonne Tourisme. Omar, vous êtes arrivé en Haute-Garonne il y a une vingtaine d'années, on peut dire, vous n'êtes jamais reparti. Qu'est-ce qui vous a séduit ici? Le soleil, la douceur de vivre, le rugby, l'ambiance, un peu tout ça? Ouais, un peu tout, hein. On peut dire, c'est vrai que le rugby, c'était le lien, mais aussi le chant, parce que tous mes professeurs étaient là. Et après, bon, je pense que c'est important. Pourquoi on reste dans un endroit? Ben, c'est les relations humaines, hein, et qu'on nourrit, qu'on tisse ici. C'est pour ça que bon, mes enfants sont nés à Toulouse, donc en Haute-Garonne. Et après, bon, après, je suis un amoureux de la France, c'est clair. On fait 50 km, 100 km, les paysages changent complètement. Moi, j'écoutais parler à Martine et à Nicolas, et moi, c'est vrai que moi, je suis technicien agronome. J'ai fait mes études à l'école d'ingénieur. Bon, je n'ai pas fini. Le rugby m'a appelé. Et donc, j'ai fait 4 années. Bon, moi, je n'ai pas eu, contrairement à mon frère et ma sœur. Donc, je connais pas mal. Je suis l'actualité, l'énologie. C'est un peu moins mon domaine, mais tout type de culture. Donc, c'est pour ça que je suis passionné. Et après, les paysages, j'adore me balader pour le canal du Midi. Alors, quels sont vos coins préférés, justement? Vos petits coins secrets? Je n'ai pas de coins secrets. Finalement, c'est-à-dire c'est des endroits qu'on peut être presque tout seul. C'est ça. Je pense là, comme cet endroit-là qui est magnifique avec ces chaînes millénaires. Les arbres, pour moi, ça aussi, ça me dit quelque chose. Aller en montagne. Et on est toujours à la limite entre les Hautes-Pyrénées. On est en Haute-Garonne, mais on est à la limite de l'Ariège et aussi des Hautes-Pyrénées. Mais c'est ça, c'est cette beauté, les lacs d'eau, Saint-Bertrand-de-Comminges. Saint-Bertrand-de-Comminges, c'est un lieu aussi magique. Oui, nous y étions il y a quelques semaines. Alors, vous êtes aujourd'hui passé du terrain aux planches, à la scène exactement. Pilier de rugby devenu baryton, une vraie passion pour la musique, le chant. Et oui, mais quand on me demande quand est-ce que tu as commencé, en fait, j'ai commencé à chanter avant de jouer au rugby. Mais c'était à l'école primaire, et c'est vrai que j'ai toujours chanté, j'étais toujours le pitre, c'est lui qui imitait, qui faisait des poésies avec tout le monde, qui faisait rire. Un peu plus tard, c'était avec le copain de rugby, mais toujours, il y a quelque chose à moi qu'on ne peut pas l'expliquer. Ma voix était toujours là. Je ne suis pas d'une famille de musiciens, d'ailleurs non plus de sportifs, parce que le rugby, c'est moi qui ai commencé dans ma famille, comme le chant aussi. Le rugby, Laurent, on attend des retombées touristiques importantes pour le département. 50 000 visiteurs étrangers attendus à Toulouse, c'est pas rien. Et on peut même donner un chiffre, le chiffre de 600 000 visiteurs également en France. Le rugby en Haute-Garonne, c'est 19 000 licenciés, des milliers de bénévoles qui font vivre les clubs. Tout ce terrain est important, tout ce terreau, on va dire, est important. Oui, c'est très important. Alors les bénévoles, oui, c'est le maillon essentiel dans le fonctionnement du rugby amateur. Aujourd'hui, dans les clubs sans bénévoles, il ne se passerait pas grand-chose. Donc voilà, j'en profite ici pour les inviter à la rentrée à venir voir comment se passent les entraînements, l'organisation d'un club de rugby. Il y a tant de choses à faire. Tout le monde peut y trouver sa place. C'est comme sur le terrain, il y a des grands, il y a des petits, voilà. Et dans les bénévoles, c'est pareil, il faut de tout pour que ça marche bien. Donc, et par rapport à cet afflux de touristes, de monde, cette ambiance Coupe du Monde, on attend nous aussi dans les clubs une augmentation de 20 à 30% de nos effectifs. 20 à 30, c'est pas rien. Donc les joueurs, on va les avoir, les enfants, on va les avoir. Les bénévoles, voilà, ça reste le maillon qu'il faudra consolider pour arriver à garder et à fidéliser tous ces nouveaux pratiquants qui vont arriver. Alors les nouveaux pratiquants, ça va être aussi bien des enfants, mais le rugby se développe beaucoup autour du rugby à 5, un rugby à toucher, sans contact, où tout le monde peut jouer, des plus jeunes aux moins jeunes, hommes, femmes. Donc voilà, c'est aussi ça qui va se développer grâce à cet événement qui est la Coupe du Monde. Voilà, donc vous avez lancé l'appel, besoin de bénévoles, mobilisez-vous. Oui.
pour les clubs de votre département. Nicolas, alors ici chez vous, on vient visiter votre chai, on vient visiter votre domaine, on vient se mettre à l'abri sous ce magnifique chêne, rappelons-le, on vient déguster votre vin. Votre domaine est également labellisé Vignoble Découverte, vous êtes assez actif en matière d'œnotourisme. Vous avez lancé il y a quelques années une 2 chevaux dans les vignes. Tout à fait. Aujourd'hui, on est passé aux trottinettes, voilà, gyropodes. Trottinettes électriques, gyropodes aussi dans les vignes. On fait également des dégustations en montgolfière. Oui, alors comment ça se passe en montgolfière? Alors, le montgolfière, on a un cliché trouvé puisqu'on a une cuvée qui s'appelle Au Grand Air. Et donc, l'idée, c'est d'aller déguster au Grand Air, vraiment au Grand Air, avec un vol dynamique. Donc, on part justement de ce pré derrière nous et on s'en va pour 1 heure de vol au-dessus du vignoble. Avec votre vin? Avec le vin, l'idée de déguster avec modération à 500 mètres de hauteur. C'est vraiment magique et on voit également toute la vallée toulousaine. Et des balades en trottinette également. Exactement, plusieurs circuits, quelque chose qui est vraiment sensationnel. La dimension sur la trottinette au milieu des vignes, elle donne justement une vision du paysage différente et puis un petit peu de sport en même temps, donc c'est vraiment agréable. Alors c'est ce que viennent chercher aussi les visiteurs, il n'y a pas uniquement le vin, il y a ce côté découverte du territoire. Oui, alors ça c'est je pense une clé de l'œnotourisme, en tout cas j'en suis convaincu, c'est qu'on va parler du vin vraiment à la fin. L'idée c'est de vraiment montrer notre métier, mais de montrer aussi voilà, le paysage, le terroir, comment on travaille, et aller visiter au plus près, je dirais, le vignoble et tous les alentours. Et ensuite, viendra le temps de la visite et de notre métier, de la dégustation. Et de la dégustation, ouais, voilà. Martine, quelle est la particularité de votre domaine au Château Cazes? Qu'est-ce qui fait son caractère? Alors, le caractère du Château Cazes, je crois que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 générations d'une même famille. Une cave qui est absolument majestueuse, un chef-d'œuvre d'architecture qu'il faut absolument visiter puisque c'est une cave qui est creusée en sous-sol et construite en proue de navire, voire en cathédrale, selon. On peut dire les deux, oui. On peut dire les deux, voilà. Donc c'est vraiment à la fois une architecture majestueuse et très, très, très originale. Et vous avez créé également un musée autour de la vigne. Voilà, alors j'ai la chance d'avoir des ancêtres qui étaient très très conservateurs et donc un jour mon papa a eu l'idée d'en faire un musée puisque moi je lui ai dit ça suffit ces outils, j'ai besoin de travailler, donc il m'a créé ce musée qui rassemble à la fois des outils de la vigne bien évidemment, mais toutes sortes d'outils, puisque jusqu'en 1950, sur une entreprise agricole, on vivait quasi en autarcie. Donc, il y a des outils qui ont servi à beaucoup d'autres choses en agriculture que dans la viticulture. Alors, on peut visiter chez vous, bien évidemment, déguster. J'ai une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Comment est-ce qu'on choisit le nom d'un vin? Alors, chez moi, c'est un brainstorming familial. Ah ouais. Moi aussi, mais avec toujours une bonne bouteille ouverte à côté quand même. D'accord, ça aide à la réflexion. Ça désinhibe. Voilà. Martine, on vous suit. Nos équipes sont allées vous rencontrer sur vos terres au Château Cazes. Le vin, c'est le plaisir, c'est le partage. Quand on est dans la vigne et qu'on voit le soleil qui se lève, c'est fabuleux. La petite libellule, la petite coccinelle, la fleur de vigne qui a une odeur absolument incomparable. Enfin, voilà, c'est des plaisirs qui sont inouïs. La négrette, ça donne des petites grappes qui sont avec des petits grains surtout. Cette feuille est très caractéristique de la négrette. On est entre les deux mers et on a su profiter de ces cépages-là. C'est passionnant, c'est exaltant. Je suis quelqu'un d'effrontément déterminé, tenace. Je suis à la fois curieuse et très exigeante. C'est un métier pour lequel il faut être très polyvalent. Ce métier de vigneronne est un métier qui est exaltant et qui permet de partager beaucoup de plaisir.
je privilégie les vins aromatiques. Ce que j'aime, c'est avoir un vin vineux, très rond, qui reste bien en bouche, qu'on a plaisir à déguster aussi bien à l'apéritif qu'à table. On cherche vraiment un vin qui soit très rond, très onctueux en bouche. On se projette, on se dit ce vin-là, on le boira, je vais le proposer pour telle ou telle occasion. Je suis Martine Rougevin-Baville, c'est un nom qui ne s'invente pas bien sûr quand on est vigneronne. Je suis impatiente de vous recevoir ici au Château Cazes, dans cette cave qui date de 1776, dont je suis l'heureuse héritière, allons-nous dire. Merci Martine de nous accueillir chez vous. Le vin, on invite au voyage. C'est une invitation. C'est une invitation au voyage, au rêve et par là même à la musique. Vous organisez de temps en temps, effectivement. On organise, des alors concerts. on a un joli festival à Fronton qui s'appelle le Festival Musique en Vigne. Et c'est vrai qu'à cette occasion, j'ai la chance de pouvoir recevoir des concerts avec des musiciens prestigieux. Et en général, on suit ça, on fait suivre ces concerts d'un restaurant éphémère, puisqu'on arrive de ce fait à allier au moins 3 arts différents, la musique, le vin et la gastronomie. Oui, tout à fait, un petit peu magique dans votre univers, dans votre cave. Oui. Des événements qui vont arriver peut-être, Martine, dans les mois qui viennent? Alors là, tout de suite maintenant, c'est un peu les vendanges. C'est un peu les vendanges, hein, il faut être clair. Donc on est juste occupé H24 parce que même quand après les 15 heures dans la journée, on se repose, en fait, c'est pas vraiment du repos parce qu'on continue à réfléchir et à anticiper les journées et les cuves du lendemain. Voilà, donc, et puis après va arriver la période de Noël et donc des salons. Donc là, on a encore un pied dans une botte en caoutchouc et déjà un sur un talon de 12, de façon à présenter nos cuvées à nos clients. Partout en France ou à l'international aussi, vous bougez pas mal? En France, essentiellement. Mes salons, je les fais essentiellement en France. Nicolas, vous aussi, peut-être une actualité à partager? Oui, bien sûr, au-delà de l'onotourisme, on a un calendrier assez dynamique. Ouais. On a, alors pour aller vite, je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux parce que vous verrez toutes les dates. Mais on a par exemple une journée Octobre Rose qui va arriver donc prochainement. La porte ouverte de Noël, le samedi avant Noël, avec voilà, une jolie gastronomie, aussi de la musique et des belles dégustations. Et la date à retenir, c'est le premier vendredi de juillet, où c'est la porte ouverte annuelle d'été du domaine. C'est une belle fête. Donc ce sera l'occasion de venir tester la trottinette, la montgolfière. Tout à fait, exactement. Merci à tous les deux. Je voudrais juste rajouter que là, dans l'actualité imminente, j'attends un spectacle de fauconnerie pour le dimanche du patrimoine. Voilà, donc le 17 septembre, on aura un spectacle de fauconnerie avec des petites scénettes dans le château de Villaudric. Et au Château Cazes, donc, ce spectacle de fauconnerie. Excellente idée, on sera là. Merci Martine. Omar, une actualité, un spectacle, on disait tout à l'heure, vous chantez? Pas mal, il paraît. Oui. Alors, j'essaierai sur la fan zone à Toulouse, avant chaque match de l'équipe de France. Bon, je chanterai la Marseillaise. Peu importe où joue l'équipe de France, nous on sera là-bas. Et après, j'ai mes spectacles un peu partout, même à côté de Toulouse, avec mon spectacle Café Tango, mais aussi avec mon spectacle Bel Cantor, que d'ailleurs je le ferai à Toulouse justement les 8 septembre. Vous jouez encore au rugby? À toucher seulement. Hein. On parlait justement le rugby à 5 et ça me va très bien. Hein. Laurent, et peut-être aussi Omar, vous allez pouvoir donner votre petit pronostic pour les prochains matchs, enfin en tout cas celui qui va se dérouler à Toulouse le 10 septembre. Alors bon, hormis la France, mais le 10 septembre, on avait à Toulouse, la programmation c'était
Japon, Chili. Moi, je mets une grosse pièce sur le Japon et je les vois même en quart. Pourquoi pas? Ok, Omar? Oui, mais bien sûr, le Japon, bon, j'espère que la France va gagner ce match d'ouverture. Au moins, il se prépare depuis longtemps. Et donc, bon, je le souhaite. Et aussi que le 9, que l'Argentine gagne contre l'Angleterre. Après, on verra si le Japon passe en quart, parce qu'il faut savoir qu'il est dans la poule de l'équipe d'Argentine. Donc, ça veut dire, si le Japon passe en quart de finale, c'est soit l'Angleterre ou soit l'Angleterre. Voilà. Voilà, ça c'est dit. L'Argentine, il faut qu'il passe. On peut retrouver toutes les infos tourisme et rugby sur Haute-Garonne Tourisme et également, Laurent, sur le site comité haute-garonne-rugby.ffr.fr et bien évidemment dans ce guide Haute-Garonne Rugby Tour en français, en anglais et également en japonais. Merci à vous tous de nous suivre en live. Merci à vous de nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver cette émission en replay sur tous les réseaux sociaux de Haute-Garonne Tourisme. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un nouveau Facebook Live. Ce sera le 19 décembre. Nous serons à la montagne, à Luchon-Super-Bagnères. Merci à tous pour votre présence et votre participation et votre joli sourire. Qu'est-ce qu'on dit? Allez les Bleus. Allez les Bleus.